Il n'y a jamais un sommet d'où la vue ne soit pas belle. Sylvain Tesson. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode d'Electron Penseur. Ça y est, après des heures de travail, des semaines de réflexion, après avoir tellement pioché dans vos réserves de motivation, de détermination, de sommeil, après avoir dépensé du temps, de l'argent et de la patience pour vous sortir des épreuves et des cul-de-sac, après avoir fait face aussi bien au manque de moyens, de temps, qu'à l'absurdité de l'administration ou de certaines personnes, après la souffrance, l'abnégation, l'imprévu, après les refus et les rejets, après les échecs et les doutes, après la frustration, après la peur, vous avez réussi. Vous êtes au sommet. Arrêtez-vous un instant. Écoutez autour de vous souffler avec fureur le vent de la victoire. Sentez sous vos pieds la solidité de la réussite. Laissez votre dos se reposer du poids des épreuves. Laissez votre regard se perdre au loin vers de nouveaux projets futurs. Respirez l'air du travail accompli. Profitez. Le temps s'est arrêté. Vous êtes le maître du monde, de votre monde, celui que vous avez créé à la sueur de votre front et à la force de vos bras. Félicitations. Après cette petite intro très épique, je dois le dire, donc du coup, bonjour à tous pour ce deuxième petit épisode d'Electron Penseur. Donc comme vous avez sûrement dû l'entendre au vu de la petite intro, donc du coup voilà, aujourd'hui on va parler du sommet. Après toutes les épreuves que je vous ai énoncées dans tous les épisodes d'avant, si vous ne les avez pas lus, écoutez, je vous invite à les écouter. Donc du coup voilà, après tout ce travail, après tous ces problèmes ou autres, ça y est, vous avez enfin réussi. Vous avez enfin atteint votre objectif que vous y fixé lors du premier épisode au tout début. Ça y est, vous y êtes. Mais attention, si là, voilà, je vous ai bien encouragé à en profiter, à vous sentir un peu maître du monde, profiter, ça ne veut pas dire non plus de s'endormir sur ses lauriers. Donc même si vous êtes en haut du sommet, les nuages noirs qui arrivent à l'horizon, ne vous inquiétez pas, qui viendront tôt ou tard menacer la base de votre projet. Et c'est pas parce que vous êtes en haut que vous serez forcément à l'abri, puisque on va dire, ça fait un peu colosse au pied d'argile, quoi. Si la base elle s'écroule, vous n'allez pas vous envoler, quoi. Donc voilà, le petit rappel, c'est souvenez-vous des 3 petites sirènes de la zone de la mort qu'on avait vues. En gros, c'est ne laissez pas vos concurrents ou vos détracteurs avoir l'opportunité de vous rattraper. Deuxième élément, vous ne croyez pas forcément invincible, parce que maintenant vous avez réussi. Vous inquiétez pas, dites-vous que l'imprévu et le temps, elles raseront tôt ou tard même les plus hautes montagnes. Donc voilà, de vous dire que si même, là en gros cette phrase-là, c'est juste pour vous dire que même si vous avez réussi et que vous vous asseyez juste sur votre victoire, et tôt ou tard, il va y avoir forcément quelque chose qui va finir par vous faire défaillir ou vous saper. Ça peut être quelque chose, ça peut être le temps. Imaginons par exemple que vous soyez devenu riche. Si vous ne investissez pas dans quelque part pour continuer à gagner de l'argent, que vous vivez juste avec vos moyens, il arrivera inévitablement, c'est mathématique. S'il n'y a pas d'argent qui rentre et que de l'argent qui sort, peut-être pas vous, mais dans quelques générations, où finalement vos héritiers redeviendront aussi pauvres, moins si pauvres que vous l'étiez, mais en gros voilà, ils vont revenir au même point de départ duquel vous êtes parti, parce que voilà, vous aurez laissé le temps faire son œuvre et tout doucement vous ronger. Et enfin, troisième élément, ne laissez pas votre orgueil se satisfaire lui-même. Ne vous dites pas, c'est bon, maintenant j'ai réussi, j'ai plus besoin d'apprendre, plus besoin de me tenir au courant des nouvelles nouveautés, j'ai plus besoin de lire ou autre, parce que voilà, il y aura toujours des éléments qui viendront un peu vous bousculer. Pour imaginer ça, si vous voulez, parce que là ça fait un peu sombre, je vais vous donner en fait, je pense que maintenant ça devient un cas d'école, donc vous le connaissez peut-être, c'est l'histoire de Kodak. Donc Kodak, pour les plus jeunes d'entre vous, Kodak en fait c'était le leader mondial de la photographie. Donc c'était au moment où c'était de l'argentique, c'était au moment où quand on appuyait sur le bouton ça partait pas en wifi sur la télé, mais ça s'imprimait juste sur des petites pellicules, sur des pellicules qui étaient à l'intérieur de l'appareil photo. Et donc du coup, Kodak c'était le leader mondial justement de cette technologie-là. Et quand le numérique est arrivé, donc il y a quelques années, dans les années 2000, même un petit peu avant, Kodak est resté planté sur ses positions en disant de toute façon ça marchera jamais, on est les leaders mondiaux de l'appareil photo, personne ne pourra nous détrôner et c'est pas des petits pixels qui vont nous faire peur.
Et bah aujourd'hui, Kodak a disparu. Et oui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a des appareils photo numériques. Et Kodak, alors qu'ils avaient tous les moyens et ils avaient absolument tout à disposition pour anticiper et continuer à rester leader, voilà, de continuer à apprendre et de continuer à se tenir à la pointe, ils sont juste reposés sur leur laurier en disant ça a marché jusqu'ici, ça fait des décennies que ça marche, je vois pas pourquoi ça changerait. De toute façon, ça c'est un petit truc, c'est inoffensif. Et même le temps, après le moment où ils se sont rendus compte que ça avait pris trop d'ampleur, bah, il était trop tard parce que voilà, il y avait Canon, il y avait d'autres concurrents qui s'étaient positionnés à leur place et qui avaient pris le marché. Donc du coup, en gros, pour dire que savourer cette victoire, ça ne veut pas forcément dire s'en rassasier. Mais on verra ça, je trouve, dans un prochain épisode. Donc voilà, cet aspect un peu de faut pas rester sur ses lauriers. Parce qu'en fait, dans cet épisode, je voulais vraiment parler avec vous vraiment de la réussite en elle-même. Donc en fait, ce qui est important pour moi, c'est de montrer qu'en gros, là en fait, plus ou moins, vous êtes la preuve même. Donc si vous m'écoutez quand vous avez réussi, c'est super. Si vous m'écoutez et que vous n'avez pas encore réussi, bah, vous pourrez me réécouter quand vous aurez réussi, ou sinon ça vous donne un petit pic motivationnel. Et ben, en fait, c'est de vous montrer qu'en gros, peu importe où vous êtes, qui vous êtes et d'où vous partez, vous pouvez y arriver. Comme vous le savez, si vous me suivez déjà depuis quelques petits épisodes, vous savez que justement, en fait, là, par exemple, j'ai mis l'analogie avec le sommet, parce qu'en fait, là, on est dans une mini-série, donc là, du coup, c'est l'avant-dernier épisode de cette mini-série, et donc, du coup, où on mettait en parallèle le fait de monter un projet et l'ascension de l'Everest. Et donc, du coup, j'ai l'habitude de raconter une petite histoire par rapport à l'Everest. Et donc, aujourd'hui, en fait, l'exemple que je vais vous donner, vous allez voir, il est très cool, c'est l'exemple de Nadir Dendouné. Dendouné. Oui, je pense que ça commence par comme ça. Je m'excuse si je massacre le nom. Donc du coup, qui est entre autres, pour pas le réduire juste à ça, qui est comme un journaliste, voilà. Donc du coup, en fait, c'est le premier franco-algérien qui a atteint le sommet de l'Everest. Donc il l'a atteint il y a quelques années en 2008. Je ne dis pas bêtise. Il a atteint le sommet du coup en 2008. Et alors la chose particulière qu'il avait, c'est qu'il avait absolument aucune expérience ni aucune ascension à son compteur. C'est-à-dire que c'était vraiment, donc il vient un peu du quartier de la banlieue parisienne, et donc du coup, voilà, il avait jamais, à part on va dire, monté les marches de son immeuble, il n'avait jamais fait aucune ascension. Et voilà, c'est vraiment, enfin, je trouve que ça illustre bien en disant que peu importe qui vous êtes, si vous n'avez pas été obligé d'être le fils de Edmund Hillary, genre d'avoir voilà, un arbre généalogique conséquent et qui vous justifie que vous pouvez y arriver, ou d'avoir passé 10 ans dans la montagne. Bon, c'est sûr que ça aide, et on va dire que les puristes, ils sont un peu vénères, parce que du coup, ça désacralise un peu le truc. Et donc du coup, voilà, c'est pour vous prouver que si vraiment vous voulez, peu importe, en fait, finalement, le truc de dire, genre, j'ai pas d'expérience, j'ai pas les moyens, ou j'ai pas le temps, je vais peut-être être un peu cru, mais en gros, c'est une espèce d'excuse. Après, je suis d'accord que oui, si vous avez 70 ans, même plus, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez ça, peut-être que maintenant 70 ans c'est la moyenne d'âge, c'est-à-dire que maintenant on vit le double, qui sait. Que voilà, imaginons voilà, que vous avez 90 ans, que vous avez 6 enfants à charge, et que vous faites encore 4 travails, vous voyez quelque chose comme ça, là on pourrait se dire oui, là vous avez pas le temps, et vous avez plus vraiment, enfin, prendre de l'expérience ça va être difficile, et oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais la majorité des gens, on a quand même voilà, un peu de temps le matin, le soir, on a toujours un peu de temps pour se trouver, pour se motiver et pour y arriver. Donc du coup, c'est pour vous dire que même sans aucune expérience, ni, on va dire juste avec des rêves quasiment pour se construire un empire. C'est un peu l'élément que je voulais vous donner là. Donc du coup, c'est vraiment pour vous dire que si vous m'écoutez quand vous avez réussi, ben justement c'est une chance, parce que il est fort probable que si vous m'écoutiez, c'est-à-dire que vous apprenez aussi d'autres choses ou autres, donc que vous n'avez pas juste gagné 8 milliards de votre grand-oncle que vous connaissez pas, et boum, d'un coup vous êtes devenu riche, ou que boum, d'un coup vous avez eu la science infuse, c'est que voilà, vous essayez tout doucement de vous améliorer. Et donc du coup voilà, je trouve que c'est vraiment, c'est pas une espèce de quintessence, mais je trouve que voilà, il y a comme une espèce de fierté que vous pouvez rajouter sur votre petit tableau d'orgueil, de se dire bah voilà, j'ai réussi, même si à la rigueur les pronostics n'étaient pas avec moi en commençant, quoi. On va dire que même, j'irais même jusqu'à enfoncer un peu plus le coup, je dirais que en fait j'ai réussi à trouver en fait 3 éléments pour vraiment qualifier votre réussite totale. Voilà, parce qu'on peut réussir dans plein de domaines, mais je parle vraiment d'une réussite profonde. Donc du coup pour moi on a une réussite profonde si on remplit ces 3 éléments, qui sont que ce soit une vraie réussite d'abord. Donc je parle de vraie réussite en mode c'est constatable, c'est une vraie amélioration qui est visible sur le long terme. Je sais pas,
Par exemple, si vous voulez apprendre, que sais-je, si vous voulez apprendre la boulangerie, et ben c'est pas parce que vous avez lu 15 pages en plus d'un manuel qui était destiné voilà, à des CAP boulangerie que ça y est, vous avez réussi. Enfin, si c'était votre objectif, pourquoi pas. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment sur le long terme, moi, tu n'auras pas vraiment de changement. Alors que si, au contraire, vous étiez parti, vous n'aviez rien, et que maintenant vous êtes arrivé, vous avez votre propre fournil, vous avez des ouvriers ou des apprentis de ça avec vous, là voilà, il y a vraiment quelque chose de constatable entre de là où vous êtes parti et de là où vous êtes arrivé. Donc qui est vraiment visible, on va dire, par tout un chacun sur le long terme. Ensuite, le deuxième élément, c'est que cette réussite, elle doit être personnelle. C'est-à-dire qu'elle doit vous faire plaisir au plus profond de vous. Il faut que ce soit avant tout pour vous que vous avez essayé d'avoir cette réussite, que c'est vous qui avez décroché cette victoire. De toute façon, vous le verrez bien, de toute façon, si quelqu'un, on a tous eu ça, c'est que si quelqu'un vous le donne tout cuit, et ben ça n'a pas le même goût. Je sais par exemple que pour écouter ou discuter avec pas mal de gens, voilà, qui ont un peu, on va dire, la prétention de devenir riche tôt ou tard, ils disent que finalement la pire chose qui pourrait leur arriver, et donc du coup c'est pour ça que plus ou moins ils s'en prémunissent en ne le faisant pas, c'est de gagner au loto. Parce qu'ils disent, si on gagne au loto, il n'y aura rien de pire parce que on va se retrouver d'un coup avec beaucoup d'argent qu'on n'aura pas mérité, qui nous seront juste tombés comme ça. On aura, donc du coup finalement on dit on va se faire renier par tout le monde parce que finalement les gens qui sont après avec nous, et ben, ils vont dire ouais mais c'est pas juste pour que c'est tombé sur toi. Et puis plus ou moins on va dire que maintenant nos pères riches, et ben du coup ils vont dire oui mais toi t'as aucun prestige, t'es que dalle, t'es juste arrivé comme ça parce que c'est le hasard qui t'a poussé là et voilà, tu n'es pas arrivé, comme l'on disait, vraiment la sueur de ton front, c'est pas personnel, c'est pas toi qui l'as fait. Donc là, voilà, c'est un peu la même chose, il faut vraiment que ce soit, vraiment que vous sentiez qu'en gros, vous avez votre propre... Je dis pas qu'après, si vraiment vous montez une boîte à plusieurs, bah du coup, votre réussite, elle est collective, mais vous avez quand même un peu votre sentiment d'avoir dit, et bah, si par exemple vous montez un site web, de dire, et bah voilà, toute la charte graphique ou autre, et bah ça, c'est moi qui l'ai fait. Sentir quelque chose voilà, de sentir important. Je pense que c'est aussi une des besoins fondamentaux des êtres humains, c'est vraiment se sentir important, surtout dans des groupes, donc si vous êtes dans un groupe, ou surtout quand vous faites un travail tout seul, vous n'avez pas le choix. Parce qu'on l'a tous déjà fait, il n'y a rien un peu plus frustrant, c'est quand, par exemple, vous faites un travail de groupe, souvent c'est quand on est un travail de groupe à 3, donc sur les 3, il y en a un qui travaille vraiment, un autre qui l'aide un peu, et un qui fait des avions en papier d'un côté. Et donc du coup, quand vous avez fini de faire vos avions en papier et que vous passez en exposé devant les autres, l'exposé il tient la route, et à la rigueur, même si vous avez une bonne note, et bah vous vous sentez un peu hypocrite parce que vous dites oui, j'y ai plus ou moins participé, j'ai mon nom sur la feuille, mais vous, au fond de vous-même, vous ne sentez pas cette victoire comme personnelle parce que du coup, justement, vous n'arrivez pas à vous identifier dessus, vous ne voyez pas la tâche, vous ne voyez pas en fait la pierre que vous avez amenée à l'édifice qui a fait cette réussite. Et donc du coup, les deux éléments, donc c'est une réussite et personnelle, et le troisième élément pour moi d'une réussite totale, c'est intègre. Donc intègre, j'entends en accord avec la morale, les règles qui sont fixées là où vous évoluez, et surtout votre propre conscience. Donc du coup, là, ça paraît un peu logique, mais en gros, on va dire que si vous réussissez plus ou moins en enterrant tous ceux qui sont autour de vous, et ben vous allez bien voir que vous allez faire que des ennemis, vous êtes plus ou moins l'homme le plus haï du monde, et ce sera pas vraiment une victoire. Après, si plus ou moins vous êtes dénué de tout liens sociaux, c'est vous qui voyez, mais je pense que du coup, voilà, pour moi, une vraie victoire, c'est vraiment quelque chose où on peut se dire, en gros, on a abandonné personne, quoi. Après, c'est de se dire que, comme dirait Napoléon, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc c'est un peu de dire ça, qu'on a forcément des sacrifices ou autre. Si par exemple, je prends l'exemple, si vous êtes dans une boîte, si vous devez licencier quelqu'un parce que vraiment vous n'avez pas le choix, ou la boîte elle est limite en train de couler, et après peut-être elle est repartie et cette personne-là vous allez la recruter ou autre, mais voilà, là vous n'avez vraiment pas le choix, plus ou moins on va dire que c'est une espèce de sacrifice nécessaire. Alors que si au contraire vous virez 4 personnes juste pour que vous puissiez rouler en BM parce que sinon voilà ça fait trop de charges à payer, non, là vous voyez il y a quand même une vraie différence. Donc du coup voilà, pour moi c'est ça les 3 éléments vraiment d'une réussite, d'une vraie réussite. Ensuite, pour continuer, du coup, je pense qu'en fait, si les phrases des bateaux, vous savez, de développement perso qui disent oui, il faut que tu apprennes de tes échecs, il faut tomber pour mieux rebondir, il faut... vous inquiétez pas, on a tous parlé, on les a tous dites, ça nous motive, ça motive les gens, c'est normal. Mais en fait, finalement, la seule petite critique que j'ai à donner ça, c'est qu'on dit toujours d'apprendre de ses échecs, mais on parle beaucoup moins d'apprendre de ses réussites.
Donc aussi bien des siennes que de celles des autres. Pourtant, d'un point de vue logique, purement logique, c'est vraiment le meilleur des apprentissages. Parce que à la rigueur, quand vous apprenez de vos erreurs, vous apprenez juste les endroits où il ne faut pas aller, mais vous ne connaissez pas le chemin pour autant. Alors que si vous avez, soit vous parce que vous l'avez déjà fait, ou soit une espèce de mentor, et bah du coup, c'est plus des zones d'ombre à éviter, c'est juste une espèce de grande allée dorée qu'il n'y a plus qu'à suivre. Et donc du coup, pour rajouter ça encore, pour bien enfoncer le clou, pour moi en fait, une réussite, elle est totale que dans le partage. Donc, pour reprendre un peu l'exemple de tout à l'heure, si vous devenez un milliardaire, multimilliardaire même, mais que vous payez vos employés un quart du SMIC, et ben vous verrez que de toute façon, tôt ou tard, soit la culpabilité ou soit l'opinion publique, elle finira par tirer aux roquettes dans vos fenêtres sur votre réussite. Parce qu'elle ça fera exactement la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure pour l'autre qui a gagné au loto. Et ben du coup, votre victoire, elle sera pas légitime. Il n'y a rien de pire, on va pas se mentir, même si, voilà, tous les livres de développement perso ou autre, beaucoup vous disent de pas considérer l'opinion publique ou autre. L'humain, surtout au jour d'aujourd'hui, on vit dans une société, donc on est des êtres sociaux, donc on tient forcément compte de la vie des autres, parce que si on n'en tient pas compte, plus ou moins on est mis à l'écart, et du coup on a vraiment une espèce de truc viscéral qui dit, genre, l'être humain il a besoin d'interaction, donc il y a forcément le regard des autres, ça nous intéresse forcément. Donc du coup, pour moi en fait, justement, voilà, si vous enlevez cette part d'intègre, et ben en fait, il n'y a rien de pire, parce que du coup, vous aurez peut-être votre victoire personnelle, mais finalement, à un moment, vous verrez qu'elle sonne creux, parce que vous pourrez en parler à personne, parce que tout le monde vous verra comme c'est tout un sale con qui a viré des gens juste pour gagner plus d'argent. Alors du coup, vous voyez, même si vous gagnez moins, mais que vous n'êtes pas un donateur, mais que vous êtes intègre, et ben vous verrez que non seulement vous allez tirer du bénéfice d'être plus ou moins devenu un peu riche, et en plus vous allez tirer aussi beaucoup plus de bénéfices du fait d'être reconnu. Même si on se dit qu'aujourd'hui, forcément, les sourires, ça paye pas les factures, mais bon, à la rigueur, on se dit qu'à la fin de sa vie, on préférait être le petit vieux qui marche dans la rue avec son petit béret, sa petite canne, que tous les enfants viennent voir, et que tout le monde, tous les voisins, ils sortent dans la rue pour lui dire bonjour quand il passe, plutôt que juste le mec où on vient crever ses pneus et casser ses fenêtres, parce que voilà, il a fait couler le village et il a mis les gens à la rue. Donc du coup, pour moi, en fait, je dirais que la plus belle des victoires, c'est réussir. Mais la deuxième des plus belles victoires, c'est de partager, de transmettre et d'enseigner. Voilà, ça fait très un peu pédagogue. Donc du coup, peut-être que vous voyez où je veux en venir. Donc, pour faire une rapide synthèse en fait de l'épisode d'aujourd'hui. Oui, je sais, il est pas très long, mais bon, que voulez-vous que je vous dise, vous avez réussi, alors j'ai pas grand-chose à vous apprendre de plus. Donc du coup, voilà, c'est pour vous dire que pour moi, je pense que il faut vraiment profiter de sa victoire. Enfin, les 3 points que vous devriez mémoriser aujourd'hui, en fait, je pense qu'il faut vraiment profiter de sa victoire. Il faut vraiment, voilà, c'est vraiment, il faut pas toujours se mettre toujours des marches. Quand vous avez vraiment fixé un objectif assez haut, par exemple, quand vous avez, pour reprendre un exemple que j'ai dit, il y a bien longtemps dans les premiers épisodes, qui était de construire votre maison. Donc voilà, pièce par pièce, et de s'en remettre dans les meubles. Une fois que tout est fini, prenez même un petit peu de temps, mais prenez du temps quand même pour vivre dedans. Si dès que vous avez fini, votre maison elle est prête, voilà, elle est nickel, le ménage est fait, les ampoules sont branchées, il y a du vin sur la table, voilà, que voilà, vraiment elle est habitable parfaitement, et commencez pas genre, le jour même à vous dire, bon, allez maintenant je vais rajouter un garage, et puis je vais rajouter une piscine, et puis voilà, prenez le temps, apprenez déjà à vivre un peu aussi dans votre maison, pour bien la connaître, avant de vouloir forcément aménager plus loin, vous en allez. Voilà, c'est vraiment le premier élément. Le deuxième élément, c'est en même temps, ne vous dites pas de c'est bon, j'ai fait des travaux, plus jamais de ma vie je referai des travaux, et du coup de passer le reste de votre vie avec des toilettes qui sont dans le noir parce que les ampoules elles ont grillé, ou avec le toit qui prend l'eau parce que voilà, il fallait peut-être l'entretenir un peu de temps en temps. Ça, c'est le deuxième élément. Et surtout, le troisième, c'est que finalement, on va dire que l'intérêt d'avoir une grande maison, souvent, c'est d'avoir une grande famille à mettre dedans. Donc du coup, voilà, c'est un peu ça, c'est de dire que finalement, il y a toujours en fait en tête cette idée que finalement votre victoire, elle doit être vraiment intègre. En fait, il faut vous dire, si vous deviez, on va dire, discuter avec votre conscience, parce qu'il y a souvent des moments, dans les moments sombres de votre vie, quand vous êtes assis dans un coin dans le noir, et donc du coup, dans les moments sombres où vous discutez avec votre conscience, il y a toujours un moment où elle va vous dire, ouais, mais genre, est-ce que tu en es content ? Est-ce que tu penses que ça a rendu les gens heureux ? Est-ce que, voilà. Donc du coup, soyez aussi d'accord avec cette petite partie-là, parce que sinon, vous aurez toujours un peu cette petite tache sur votre étendard qui viendra gâcher un peu votre victoire parfaite. Donc du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'est déjà le moment de petit call to action à la fin. Donc
la version pratique de un peu tout ce que je viens de dire. Donc du coup, aujourd'hui, je vais pas vous donner des conseils on va dire, pour projeter dans le futur ou des nouveaux projets ou des trucs qui pourraient vous aider. Quoique. Donc aujourd'hui, en fait, je vais juste vous demander d'écrire sous la forme de méthode, on va dire un peu votre parcours, c'est-à-dire ce qui a marché, ou les erreurs que vous avez rencontrées, ou les erreurs que vous avez évitées de justesse, ou celles qui vous ont coûté très cher aussi, ça c'est souvent utile. Donc du coup, écrivez ça, vous verrez, ça peut vous faire en 3 buts. Donc le premier, ça peut être pour transmettre aux générations futures, donc ça peut être soit plus ou moins par exemple, comme des mémoires que vous pourriez faire pour vos petits-enfants, ou par exemple si vous vouliez écrire une espèce de biographie, ou voilà, un livre que vous pourrez transmettre, on va dire, aux générations futures au sens large, c'est-à-dire plus ou moins à la connaissance de la science, quoi, au monde. Donc ça serait le premier élément. Le deuxième, ce serait par exemple pour former des gens qui prendront votre relève, on va dire n'importe quoi, si vous avez construit une machine de A à Z complètement de vos mains, et ben si là, tout de suite, dès que vous avez fini, vous écrivez un manuel d'utilisation, dire ben voilà, tel rouage il sert à ça, tel bouton il active ça, si vous tirez tel loquet il se passe ça. Voilà, il y a vraiment vraiment une fiche descriptive de ce qu'il faut faire, de comment ça marche ou autre. Ben, dites-vous que plus ou moins vous pourrez recruter autant de gens que vous voulez. Vous vous rendez compte, prenons l'exemple par exemple du micro-ondes. Je pense ça parce que j'ai un micro-ondes dans mon champ de vision. Prenons l'exemple du micro-ondes. Vous imaginez que la première personne qui a inventé le micro-ondes, voilà, elle a quand même fait elle a essayé de voir ce qui marchait pas, elle s'est dit tiens, peut-être éviter de mettre des trucs métalliques ou des animaux ou des gens vivants dedans par exemple. J'espère qu'il n'a pas fait les tests. Et donc du coup, voilà, de dire voilà, qu'ils sont partis de ça, et du coup, de là, ils en ont rédigé tout un manuel de comment ça marche, sur quoi il faut appuyer, sur qu'est-ce qu'il faut éviter, ou qu'est-ce qu'il vaut mieux faire qui est plus avantageux. Enfin, vous voyez là un peu le bénéfice, vous vous rendez compte si ce mec-là, il devait passer chez toutes les personnes, à chaque fois qu'il y en a un qui l'achète, pour dire bon, alors voilà, alors il faut pour lui répéter exactement la même chose. Mais du tout, en marketing ou en finance, ça s'appelle la scalabilité. C'est en gros la capacité de pouvoir dédoubler un système. Donc voilà, un peu, c'est vraiment ça. C'est que du coup, en plus ou moins, le temps que vous allez investir là, si ça vous prend du temps, par exemple le temps que le monsieur a passé à rédiger tout son manuel pour savoir comment marcher le micro-ondes, et ben, il a économisé des milliers, sûrement aujourd'hui des millions, voire des milliards d'heures qu'il aurait passé à discuter avec tous les gens qui ont acheté un micro-ondes pour leur expliquer comment il marche. C'est exactement la même chose. Et enfin, le troisième élément, donc les deux premiers c'était, je sais, je m'égare un peu, les deux premiers c'était transmettre aux générations futures, et le deuxième c'était former la relève. Du coup, le troisième élément, je pense que c'est en fait, même pour vous, ça peut être vous la relève. C'est pour ça mieux anticiper et prévoir les événements futurs. Par exemple, notamment, c'est ce qu'on appelle un protocole, tout simplement. C'est ce que vous pouvez trouver, par exemple, dans les bâtiments publics, qui est souvent les alertes à incendie. Vous voyez, il y a toujours un espèce de petit rectangle où il dit en cas d'incendie, ou maintenant c'est même en cas d'attaque terroriste ou autre. Et vous voyez, vous avez un petit descriptif avec voilà, les mesures à suivre ou autre. Donc ça peut vous servir aussi bien, voilà, on va dire un peu de garde-fou, mais ça peut aussi vous servir à vous. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation, par exemple là, la prochaine fois que dans le lieu public, il y a le feu, et ben du coup c'est simple, même celui qui l'a posé, à l'arrière, il a juste à regarder, si c'est dans un état de panique, il a juste à regarder le plan et à suivre les étapes 1, 2, 3, et du coup plus ou moins il sait ce qu'il doit faire. Et ben là c'est un peu la même chose. Si à un moment, imaginons que vous avez fait un placement boursier ou autre et que voilà, vous avez réussi à faire fortune avec, si vous remettez toute la démarche, toute la stratégie que vous avez faite, et bah du coup, le jour où vous serez un peu en panique, parce que cette fois-ci c'est plus 10 000, mais c'est 10 milliards d'euros que vous avez en jeu, c'est vraiment un très bon trader, et ben du coup, ça veut dire que du coup, vous pourrez quand même aller voir ce petit élément, ce petit protocole de base qui vous dira, et ben voilà, dans telle situation, et ben voilà, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Et c'est exactement ça. Donc du coup, ça peut aussi vous servir de fiche pratique pour vous-même. Donc, par contre, quand vous l'écrivez, vous pouvez l'écrire de deux manières. Donc, je pense que vous pouvez soit l'écrire, décrire votre parcours plus sous la forme d'un récit ou d'une histoire, si vous voulez. Donc, c'est un peu le principe des biographies qui explique, voilà, dans toutes les biographies qu'on trouve, c'est, bah voilà, j'ai fait ça, après j'ai rencontré tel problème, du coup j'ai fait ça. Et du coup, ça devient une source d'inspiration, puis plus ou moins de solution pour d'autres personnes qui les sortent, même s'il faut qu'elles fassent le travail un peu d'extraire au niveau du récit. Mais il faut qu'elles fassent ce travail, mais en même temps, c'est plus facile pour l'esprit humain d'emmagasiner tout ce qui est raconté sous forme d'histoire. Sinon, il n'y a qu'à savoir. Je suis sûr que si je vous parle ou reparle plus ou moins des concepts ou autres, vous allez peut-être, dès que vous ne vous souviendrez plus trop, alors que ça fait que 10 épisodes. Alors que pourtant, je pense que si je vous commence juste à vous raconter le début d'une des histoires que je vais raconter, ah, ça y est, ça va vous ressurgir de quoi je parlais, et voilà qu'est-ce que je voulais montrer avec. C'est exactement ça en fait. Finalement, l'esprit humain, il adore les histoires, donc si vous l'écrivez sous la forme d'un récit, ça peut être plus intuitif, plus facile à lire, et
plus facile pour transmettre. Par contre, on va dire si par exemple vous avez créé une machine, le mec qui a inventé le micro-ondes, il n'a pas écrit un roman où dedans il faut lire une page sur deux et il faut chercher entre les lignes pour savoir comment ça marche. Donc du coup après, si vous voulez être plus techniciste, plus direct, que ce soit plus utile et plus concret, donc du coup vous pouvez aussi la mettre sous la forme d'une fiche pratique, voilà, ou d'un protocole avec face à des situations particulières ou dans telle situation, voilà ce qu'il faut faire, voilà les différentes options qui s'offrent à moi. Voilà, par exemple. Après, l'avantage en plus de cette chose-là, c'est que, surtout au niveau du protocole, si c'est pour vous, autant si c'est un livre, après c'est imprimé, et encore, quoique on voit maintenant dans nos bouquins, même qui datent d'il y a 6-7 ans, que maintenant il y a déjà des rééditions pour remodifier ce que les auteurs avaient dit, c'est un peu la même chose en gros, c'est de se dire que votre protocole, il n'est pas ancré dans le marbre. C'est-à-dire qu'après, si par exemple vous aviez 4 solutions à un problème, si on continue un peu plus tard, vous vous rendez compte que finalement vous avez trouvé 5 ou 6e qui marche peut-être mieux, bah bim, vous pouvez la rajouter au protocole. Voire même, vous pouvez en chanter une que vous trouvez qui est devenue obsolète, quoi. Donc du coup, c'est exactement la même chose. La preuve, les autres, ils rééditent bien des livres. Alors vous, si vous pouvez bien juste virer une ligne sur votre protocole, il n'y a pas de souci. Donc du coup, sur ce, je vous laisse, comme toujours, sur une petite citation. Donc aujourd'hui, c'est une citation sur la victoire, justement. Et donc elle est tirée des Heures sombres, qui est un film sur Winston Churchill, qui est sorti en 2017. Et moi, du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Vous dites, mais quel est notre objectif? Et je répondrai d'un seul mot, la victoire. La victoire, quel qu'en soit le coût. La victoire, en dépit de toute terreur. La victoire, aussi épuisant et aussi long que puisse être le chemin. Parce que sans victoire, il ne saurait y avoir de survie.